avec le vide quantique et l'interaction de nos champs électromagnétiques. C'est la communication entre le vide, entre ce vide, la matière vivante, par ce mécanisme de vortex. Difficile à prononcer tout ça. Alors, on va peut-être voir les vortex, effectivement. Et alors, je vous propose, regardez la suite. Là, on était, je vais mettre un petit, voilà, un petit, vous voyez le petit truc là. Donc, tout à l'heure, nous étions dans cet espace-là. Et le process continue, les échanges, et là, on va voir un petit peu toute cette interaction qui se trouve ici, là. La suite, en fait, hop, de notre évolution, je dirais pas ça, je trouve pas le mot. De circuit d'information, en fait. Des circuits d'information, hein. Merci Stéphane. C'est-à-dire comment la matière vivante est en lien avec la vie. La vie vient du vide, la vie vient de l'espace. Vous l'avez vu tout à l'heure, si vous ressentez de l'espace, vous vous sentez vivant. Quand vous manquez d'espace dans votre perception, vous vous sentez justement comme mort à l'intérieur. Vous vous sentez dans une prison. Hein. Alors, dans les années 2015, le biophysicien Emilio Del Giudice, qui est probablement sera une des personnes les plus mises en évidence dans les années qui viennent, parce que ses travaux vont avoir un retentissement considérable dans les années qui viennent, qui est un chercheur sur l'eau et l'interaction entre les champs magnétiques, les champs électromagnétiques. Eh bien, ce chercheur a mis en évidence qu'en fait, ce qui permet à nos bulles électromagnétiques d'échanger avec le vide quantique, et donc à nos corps et à nos liquides d'échanger avec le vide électromagnétique, eh bien, ce sont des vortex qui se créent dans nos liquides. Or, vous avez entendu tout à l'heure que ce sont nos électrons qui tournent sur eux-mêmes en permanence pour absorber de la lumière. C'est ce qui leur donne de l'énergie pour tourner sur eux-mêmes. Et ce sont ces électrons dans les liquides qui sont capables d'absorber la lumière qui vient justement du vide quantique. Donc quand ces deux êtres, l'un qui est atteint de Lyme et l'autre qui veut l'envahir, eh bien, échangent de l'information, les électrons des liquides de ce monsieur qui est atteint de Lyme, eh bien, est capable d'absorber les photons de sa mère, et donc sa mémoire, à partir de vortex. Des vortex qui se créent dans des processus électroniques, dans les liquides. Les liquides, ce sont le sang, la lymphe, le liquide céphalorachidien et l'eau intra- et extracellulaire. Or, aujourd'hui, nous savons que ce que je viens de nommer compose 99% de l'être humain. 99% de nos molécules. Si nous enlevons tout cela, nous ne sommes plus rien, quasi. Donc on voit que nous sommes essentiellement de l'eau. Ces vortex électroniques dans nos liquides permettent d'absorber de la lumière, puis de la rejeter. Donc on voit que, et ça c'est une donnée qui est capitale dans l'approche thérapeutique, c'est comment on peut recréer ces vortex naturels dans le corps pour que nous puissions échanger de la lumière avec le vide quantique, parce que le vide quantique est l'espace de notre médecin naturel. Toutes les forces de la nature commencent dans l'espace du vide. Toutes les informations dont ont besoin vos organes pour savoir ce qu'ils ont à faire sont stockées dans cet espace. Donc toute la santé va consister demain à se dire mais comment je peux restituer ce processus naturel de la vie où j'échange de la lumière intelligente qui va dire à mes organes ce qu'ils ont à faire, comment j'échange de la lumière intelligente avec l'espace qui m'entoure et dont je fais partie. On va voir ça. Hein. Et cet échange d'informations entre l'espace où tout est contenu, notre médecin naturel, hein, tous les médicaments qui existent dans cette nature sont contenus dans cet espace. Eh bien, ce qui permet d'échanger avec ce vide quantique, c'est de la lumière, ce sont des photons qui sont absorbés par ces vortex. Ça, ce sont les travaux du biophysicien Emilio Del Giudice. Alors, on va continuer ce processus. Alors, continuons. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vas-y. Non, tu peux y aller. Hein. Non, vas-y, Steph, vas-y. Le rôle... Attendez, j'ai un petit souci d'affichage d'écran. Donc, du coup, écoute, vas-y, parce que j'arrive pas à lire mon écran. Alors, que se passe-t-il dans, je dirais,
la construction de cette maladie de Lyme, par exemple, hein, si je prends mon exemple. Comment ça se construit chez un être humain, si on prend cet exemple? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si ces vortex se créent naturellement, on échange de la lumière. Or, via les travaux du biophysicien allemand, comment il s'appelle, Fritz Albert Popp, qui est décédé en 2016. Alors bizarrement, la plupart des scientifiques que je vais nommer ce soir, ils sont quasiment tous décédés en 2016 et 2017. Il y en a au moins 4, c'est énorme, hein, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais la vie a décidé que ça devait être la fin pour eux, ça s'est fait comme ça. En fait, dans le processus de la construction de l'âme et pour toutes les pathologies, il y a un moment où les liquides dans le corps, qui sont les constituants de nos membranes, des fascias, hein, de toutes ces membranes qui entourent nos organes, nos muscles, nos nerfs, etc., qui constituent nos os aussi, hein, eh bien, et qui entourent nos cellules, eh bien, ces membranes, en fait, est-ce qu'elles sont capables toujours d'absorber de la lumière ou pas à travers ces vortex? Il y a un moment où, justement, cette absorption ne se fait plus. Et ce qui avait été montré par plusieurs chercheurs, notamment Fritz Albert Popp, c'est qu'au moment de la mort physique du corps, eh bien, il y a un dernier jet, si je puis dire, une dernière expression, une dernière émission de photons qui nous dit qu'en fait, le corps meurt parce qu'il n'est plus capable d'absorber de la lumière. Ça, c'est une donnée qui est capitale. Hein, retenez bien ça. Si nous ne sommes plus capables d'absorber de la lumière, eh bien, le corps meurt à petit feu. Qu'est-ce qui se passe pour Lyme? À un moment précis, à chaque fois que ce monsieur ressent cette sensation d'envahissement de sa maman, eh bien, ses membranes se crispent. Il se sent envahi. Il a des réactions naturelles qui lui datent de l'enfance, où ces membranes, au niveau du corps, il y en a partout, hein, ça entoure tous les organes, tous les muscles, c'est comme une immense enveloppe. Eh bien, tous ces organes vont réagir par des mouvements de crispation. Les mouvements de crispation sont pilotés par le rapprochement entre les molécules d'eau. Vous m'avez bien entendu. Le mouvement de crispation des tissus est actionné par des mouvements de rapprochement entre les molécules d'eau. Une cellule contient 22 milliards de molécules d'eau. 22 milliards, j'ai bien dit, milliards. Votre corps est composé de 100 000 milliards de cellules. Imaginez le nombre de molécules d'eau qui se rapprochent ou pas dans votre corps et qui donnent cette sensation de prison ou d'espace. Dans l'instant. Alors, on va peut-être passer sur la diapo sur les liquides. Oui, alors. Donc là, c'est la suite du circuit, Stéphane vient d'évoquer. Voilà, au centre. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui perçoit finalement dans notre corps la lumière? On a parlé de vortex, mais où ça se situe et comment ça se joue? Tu voulais rajouter quelque chose, Steph? Non. Non, c'est bon. OK. On s'est aperçu en 2010, ce sont les travaux de Gérald de Pollack, qui est un ingénieur en matière de liquide, hein, et pas que en matière de liquide, mais notamment en matière de liquide, c'est passionné pour l'eau, les liquides dans le corps. Eh bien, Gérald de Pollack, qui, je dirais, est un grand ami de Marc-Henri, du professeur Marc-Henri. Vous pouvez trouver des conférences de Gérald Pollack qui sont traduites par Marc-Henri sur Internet. Eh bien, en fait, Gérald Pollack a trouvé, grâce à ses équipes, en 2010, que l'eau, en fait, présente un quatrième état, qui n'est pas un état liquide, pas un état solide, pas un état gazeux, mais un état qui est intermédiaire de tout cela, qui est le propre des états quantiques. On appelle ça des états superposés, qui sont à la fois liquides et solides, et probablement un peu gazeux aussi. Ce quatrième état de l'eau a différents noms. On peut appeler ça de l'eau quantique, parce que c'est une eau qui change de forme en permanence, elle n'est jamais figée, elle est toujours en train de changer de forme. On peut l'appeler aussi l'eau morphogénique, ça c'est le terme utilisé par Marc-Henri. On peut l'appeler aussi l'eau cristalline, parce que c'est une eau qui est très alignée, très ordonnée, très cohérente. On l'appelle aussi eau cohérente, très ordonnée. On l'appelle aussi eau invisible.
ou eau interfaciale. Voilà, il y a sûrement d'autres termes, notamment le terme de zone d'exclusion qui est utilisé par Gérald de Pollack, qui indique qu'en fait, cette eau est très ordonnée, donc elle est exempte de soluté, de molécules, si vous préférez, autre que l'eau. Et cette eau qui est très cohérente dans le corps, eh bien en fait, regardez, là on nous voit à l'écran, on croit voir de la matière vivante, mais c'est de l'eau quantique en permanence qui change de forme, et notre cerveau n'est pas capable de voir cela. C'est de l'eau en permanence qui change de forme, et ce qui nous apparaît, c'est la matière vivante. Mais nous avons les vestiges de ces passages de l'eau. Si vous avez déjà vu des nouveau-nés, hein, nous on a une petite fille de 17 mois, vous regarderez que l'implantation des cheveux est un vortex ici, hein, c'est un tourbillon. Vous verrez que l'oreille interne et la cochlée est un tourbillon. Regardez ici, la constitution de l'œil, c'est un tourbillon aussi. Quand vous regardez comment le cœur est constitué, si vous essayez de dérouler le cœur, vous allez voir que c'est un tourbillon aussi. Hein. Si vous avez déjà vu des vidéos des chercheurs américains, si on essaye d'ouvrir le cœur, vous allez voir que c'est un tourbillon, la matière organique du cœur. Le collagène qui constitue la molécule principale au-delà de l'eau dans notre corps, eh bien, le collagène, c'est une triple hélice. Ça n'est que, je dirais, quelque chose qui ressemble à des tourbillons. Regardez les méandres de notre cerveau, qui sont des méandres aqueux. Regardez les méandres de nos intestins, qui sont aussi les vestiges du passage de l'eau. Regardez, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Eh bien, regardez les empreintes des doigts. Au bout des doigts, vous allez voir qu'en fait, ce sont encore des tourbillons. Le débit sanguin, aujourd'hui, n'est possible jusqu'au capillaire, hein, essentiellement parce que le débit sanguin est spiralé. Il tourne dans nos, je dirais, nos vaisseaux sanguins. Vincent Fleury, qui est biophysicien, a mis en évidence qu'en fait, l'embryon se développe à travers des tourbillons électromagnétiques. Alors évidemment, c'est révolutionnaire. Mais on voit que l'eau, en fait, a été très présente dans le développement de l'embryon et du fœtus, et qu'aujourd'hui, nous en sommes le vestige. Mais nous ne voyons que de la matière vivante. Or, en fait, c'est de l'eau qui change de forme en permanence, de l'eau quantique. Ce que sont aperçus les chercheurs du laboratoire de Gérald Pollack, alors c'est basé sur une erreur humaine, extraordinaire quand même, vous allez voir. Un étudiant qui n'a pas fait ce que lui avait demandé Gérald Pollack, hein, eh bien, cet étudiant, un jour, a dû appliquer un espèce de projecteur sur ces zones d'eau cohérente. Et on s'est aperçu qu'en fait, la densité de ces masses d'eau morphogéniques, ces masses d'eau quantique, eh bien, se densifiait avec la lumière. Ce qui mettait en évidence, l'augmentait, voilà, c'est ça. Ce qui mettait en évidence qu'en fait, ces liquides qui sont quantiques se densifient s'ils absorbent de la lumière, et s'ils absorbent de la lumière, ils sont capables d'en absorber encore plus, et ils se densifient, ils se densifient, ils se densifient. Et là, on commence à voir avec le lien avec la santé et cet élan de vie naturel qui est créé. C'est ça. On s'est aperçu que quand l'eau quantique dans notre corps, ce quatrième état de l'eau, était très présent dans notre corps, eh bien, il agissait comme une batterie à l'origine de notre vitalité. Donc on voit que plus ces zones d'eau cohérentes qui agitent des vortex, qui absorbent de la lumière, et qui se densifient, plus elles absorbent de la lumière, eh bien, créent de la vie irrémédiablement. Puis sont venus s'ajouter les travaux du biologiste Martin Chaplin. Martin Chaplin, comme Charlie Chaplin. Martin Chaplin. Les travaux du biologiste Martin Chaplin mettent en évidence quelque chose de capital, et là je vous demande beaucoup d'attention. Il met en évidence que les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau, donc les segments qui les séparent, si vous préférez, les espèces comment je dirais, de petites routes, de petits chemins qui séparent ces molécules d'eau. Des liaisons, c'est bien. Hein. Bien, voilà, c'est ça, les liaisons. Voilà, hein. Eh bien, ces liaisons, en fonction de leur longueur et de l'angle entre elles, eh bien, cet angle et la longueur de ces segments est essentiel pour comprendre aujourd'hui notre santé. C'est-à-dire que si ces liaisons changent de longueur ou changent de quelques degrés, eh bien, le métabolisme naturel de la cellule n'est plus assuré. La cellule ne sait plus ce qu'elle a à faire. Elle périclite jusqu'à mourir ou
faire n'importe quoi de manière anarchique, comme le cancer. Et là, on commence à percevoir tout à coup que l'espace entre les molécules est capital pour à la fois engendrer la santé, mais aussi est à l'origine de notre perception d'avoir de l'espace dans notre vie. Plus l'espace entre les molécules d'eau est, je dirais, réel, eh bien, plus les liquides sont capables d'absorber de la lumière du vide quantique qui redonne vie à nos organes, plus l'espace se crée entre nos molécules d'eau, eh bien, plus nous sommes dans un sentiment de bien-être. Plus les molécules se resserrent, comme c'est le cas pour ce garçon ou cet homme qui vit cet envahissement de sa maman, plus ces molécules d'eau se resserrent, plus il a le sentiment d'être dans un mal-être, de devoir combattre, de devoir fuir cette relation. Alors, le métabolisme peut changer. Alors, le métabolisme peut changer. Tout à fait. Et là, on n'a même pas encore parlé de sensations, on n'a même pas parlé d'émotions, on n'a même pas parlé de pensée. Vous voyez, on est encore très très loin de tout ça. Mais on en est assez proche quand même. Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà? Donc, vous voyez que dans la santé, ce n'est pas la matière vivante qui est importante. Or, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur la matière vivante. Ce qui est important, c'est l'espace entre la matière vivante. Parce que c'est celle-là qui donne vie à la matière. Plus il y a de l'espace entre ces molécules, plus ces molécules d'eau peuvent absorber de la lumière et donner vie à nos organes. Est-ce qu'il y a des questions face à ça? Écoute, pour l'instant, je n'ai pas de questions. On va attendre quelques instants, si le temps d'écrire peut-être. Okay. À chaque fois que nos molécules d'eau expriment ces mouvements, elles se resserrent ou elles se rapprochent. Marc-Henri parle de colle. Il dit que la colle du corps, ce sont les liquides. La colle du corps, ce sont les liquides. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait on colle à une situation, on s'attache à une situation, on s'attache à ce que nous font les autres, on s'attache à ce qu'on n'a pas fait bien, ce qu'on a fait de bien ou mal, vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'on s'attache. Hein. Notre conscience s'attache aux événements, créant des émotions, des sensations et des pensées. À chaque fois qu'on s'attache, en fait, nos molécules d'eau se sont collées plus fortement les unes les autres. Et on s'était aperçu via les travaux de Martin Chaplin que même si les molécules d'eau changent de liaison hydrogène toutes les 20 picosecondes, qui sont des millième de milliardième de seconde, eh bien, elles retrouvent essentiellement la même structure dans la seconde qui suit, les picosecondes qui suivent. Donc on voit que notre souffrance, finalement, elle est en permanence, je dirais, restaurée, si je puis dire, ou entretenue, parce que les molécules d'eau gardent leur forme de l'instant qui précède. Sauf si on est capable de regarder les choses différemment. On va voir ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre, alors là, on n'est même pas encore là, peut-être de générer des sensations, des pensées et des émotions. Eh bien, on a besoin de prendre conscience que d'abord, les liquides qui changent l'espace entre les molécules d'eau, qui changent leur espace, eh bien, vont créer des mouvements électroniques. On va peut-être passer à ce qui suit. Donc, sur le circuit d'information neurologique. Alors, sachant que, soyez conscients que entre le moment où on perçoit ces informations dans nos liquides, donc dans nos fascias, puisque nos fascias sont faits essentiellement de liquides, eh bien, il se passe une demi-seconde entre le moment où les liquides perçoivent l'information et le moment où le cortex décode ce que nos liquides ont perçu. Une demi-seconde, c'est énorme, énorme. Donc, gardez en tête que c'est d'abord le corps qui perçoit l'information à travers ces liquides, puis les différents cerveaux. On va voir lesquels. Donc, on a d'abord dans les liquides, tu veux dire quelque chose, Steph, vas-y. Non, je voulais juste souligner, parce qu'on a toujours cette surprise parfois de constater que ce n'est pas nos pensées qui gouvernent le corps, mais c'est bien l'inverse. On fait tout ce processus-là et on est bien là dans cet espace du vide qui crée nos sensations, nos émotions, nos pensées. Et ce n'est pas nos pensées qui créent quelque chose. Voilà, c'était juste ça que je voulais souligner, parce que c'est un process qui peut parfois faire switcher les gens aussi dans la compréhension. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est capital parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du bien-être, on a tendance à dire que le mental est vraiment notre ennemi numéro 1, alors qu'en fait, il arrive en bout de course. C'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Il est juste là pour interpréter des choses. Retenez qu'en fait, votre mental,
fait en permanence des associations. Mm. Il perçoit des informations du vide quantique et du corps, donc du corps en l'occurrence, hein, et il les interprète en fonction de ce qu'il connaît. Il ne fait que mettre les choses dans des tiroirs. Il ne fait que cela. Et quand il perçoit des informations qui ne sont pas connues, c'est très rare, c'est un pouillème, je dirais, eh bien, il ne peut le faire qu'à partir de certains espaces de conscience, pas à partir de la conscience mentale. Notre mental ne fait que reproduire un monde connu. Si vous êtes analytique aujourd'hui, si vous êtes un intellectuel et que vous œuvrez uniquement à partir de cet espace, vous ne pouvez vivre que dans un monde qui se répète inlassablement. Rien de nouveau. Soula demande comment agit-on sur cet espace. On y vient, Soula. On y arrive, on y arrive. Oui, on y arrive. Donc ces liquides qui se crispent ou qui se dilatent, sachant qu'on est non pas pour avoir un espace optimal, soit entre la crispation forte, soit entre la dilatation forte, qui serait par exemple un moment d'enthousiasme très fort ou d'excitation, hein, eh bien on est dans un espace intermédiaire que les sagesses évoquent sous forme d'un silence. On a des biologistes aux États-Unis comme Donald Ingber qui dit que la forme idéale de la cellule, c'est ni contractée ni trop dilatée. C'est un espace intermédiaire. Donc on voit bien que l'espace intermédiaire entre deux molécules d'eau, qui est un espace très précis qui a été mesuré par Martin Chaplin, c'est un espace de vie qui recrée la vie. Donc ces mouvements électroniques dans les liquides, eh bien, qui se resserrent ou qui s'espacent, eh bien, ces mouvements électroniques vont se transformer sous forme de messages nerveux et vont transiter par nos membranes, les fascias. Il y en a partout. Partout. Je remets le schéma en version plus grande pour que ce soit plus clair. Ces messages nerveux vont transiter par le ventre, par le cœur, tous ces cerveaux, hein, par le tronc cérébral. Tout ça est entouré de membranes, puis jusqu'au cortex. Et tout ça est possible, on ne l'a pas mis là sur le... Ah si, on l'a mis en bas, via ce qu'on appelle des nerfs vagues. Hein. On a deux nerfs vagues dans le corps, un nerf vague ventral et un nerf vague dorsal. Et retenez, et ça on le sait depuis les années 90, à travers les travaux de Michael Gershon, qui a découvert le cerveau du ventre, que le processus d'information dans le corps va du bas vers le haut, c'est-à-dire du corps vers la tête, à 80-90%. Donc on voit bien qu'on est très très loin du paradigme, comme quoi notre mental, notre cortex pilote notre vie. Bien au contraire. Il arrive tout en bout du processus de vie. Donc l'information n'est même pas encore une sensation, c'est juste un message nerveux qui va arriver au niveau du cortex insulaire et qui là va être interprété sous forme de sensation. Vous imaginez, hein, on était encore très loin des sensations. Peut-être peux-tu préciser cortex insulaire singulaire, parce que... Alors, en fait, on est sur des cortex on est sur des cortex qui, en fait, entourent le cerveau limbique, le cortex limbique, qui est le cortex des émotions, hein, au niveau de la tête. Donc, ce cortex insulaire, il décode des messages nerveux du corps, des crispations de nos liquides et de nos fascias, sous forme de sensations. C'est-à-dire que si, par exemple, vos liquides se resserrent suivant un certain espace, eh bien, ça donne une fréquence qui est décodée par la tête comme la peur, l'impuissance, la frustration, la colère, la tristesse, etc. Hein. La joie. Mais les trois sensations majeures, qui sont difficiles, évidemment, la peur, l'impuissance, la frustration. Ça sont vraiment les trois sensations dans le corps majeures et qui sont décodées en fonction de l'espace entre les molécules d'eau sous forme de fréquence par la tête et par le cortex insulaire. Et là, on n'est que dans des sensations. Ensuite, le cortex insulaire transmet l'information au cortex singulaire. Le cortex singulaire va transformer les sensations en émotions. J'ai quelques questions. Ouais, je termine peut-être là-dessus. Une fois que le cortex singulaire a exprimé ou a ressenti des émotions de ces sensations-là, qui sont d'abord des messages nerveux qui viennent des liquides et des fascias, eh bien, ces émotions sont interprétées sous forme de pensée. Donc là, par exemple, dans notre cas de figure de Lyme, eh bien, ce monsieur se sent en danger à chaque fois qu'il sent des crispations dans ses liquides qui ressemblent à cette sensation d'impuissance, d'éviter l'envahissement de sa mère, la peur de l'envahissement. Voilà, ce sont ces sensations qui sont décodées
sous forme de messages nerveux par le cortex insulaire, transformés en colère, tristesse, rancœur, etc., désir de vengeance, de battre, de se battre, de fuir, etc., par le cortex singulaire, et qui vont donner des pensées avec tout un système de valeurs qui est en fait que vous allez passer votre vie à essayer d'éviter que les gens, quelque part, empiètent sur votre territoire, vous bouffent votre espace vital, hein, et vous allez avoir votre valeur la plus haute de toutes, qui est la liberté d'être. Donc on voit qu'on est aux pensées, et ce n'est pas terminé parce que ces émotions qui ont été, je dirais, générées par le cortex singulaire vont se transformer sous forme de neurotransmetteurs qui redescendent dans le corps. Et ces neurotransmetteurs qui sont, en fait, se génèrent des types de neurotransmetteurs par typologie d'émotion. Ça, on sait ça depuis les années 2000. Ça a été repris par... alors, ce ne sont pas ces travaux à la base, mais ils ont été repris par le... Joe Dispenza, que vous devez connaître un peu dans le milieu de l'accompagnement et du développement personnel. Eh bien, on sait depuis les années 2000 que finalement, ces émotions sont transmises sous forme de neurotransmetteurs à nos cellules, qui ont des capteurs sur leur membrane, qui reconnaissent ces neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs qui sont des émotions, eh bien, se transforment via tout un processus de cascade enzymatique sous forme de messages biochimiques, mécaniques, mais aussi quantiques, et qui vont être décodés par la chromatine, donc l'entrée de notre ADN, et qui vont générer des processus génétiques. Vous avez vu qu'on est parti du vide quantique et on arrive à la génétique. Je ne sais pas si vous imaginez que ça puisse se passer comme cela, et on n'est pas au bout encore. Alors, on a un autre processus qui peut se jouer et qui va déformer les cellules, et qui a été mis en évidence par le biologiste Donald Ingber, qui est un biologiste de plus en plus réputé aux États-Unis avec ses équipes, qui met en évidence que lorsque nos membranes se crispent, nos liquides se crispent, eh bien, ils transmettent directement des messages biomécaniques à la membrane de nos cellules et au cytosquelette. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, vous faites du sport, de l'exercice physique, ou que vous sentez des crispations, eh bien, ces messages sont transmis à nos cellules directement, sans passer par la tête, eh bien, sous forme de déformation du cytosquelette, donc de la cellule. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nos cellules se déforment lorsque nos tissus se déforment, nos liquides se déforment. Et qu'à chaque fois que notre cytosquelette, donc l'intérieur de la cellule, se déforme, eh bien, l'expression génétique se transforme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des processus qui sont beaucoup plus courts dans le corps et qui permettent, via des exercices physiques, ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, ça peut être du qigong, ça peut être du sport tout court, et qui permettent à nos cellules de se déformer et d'exprimer une génétique différente. Il faut le savoir quand même. Et ça ne passe pas par la tête. Ça passe directement à nos cellules. Alors la question qui restait en suspens, c'était, mais finalement, comment on arrive à retransformer cet espace spatial entre nos molécules d'eau. Mais il y a peut-être des questions avant. Oui, alors j'ai des petites questions. Sylvie, bonsoir, si j'ai bien compris. Il nous faut penser à nos espaces, mais elle a écrit la question avant de la fin de ce processus décrit, là, le processus neurologique. Donc, a priori, je pense que tu as dû avoir une réponse. Si ce n'est pas le cas, tu m'as dit. Nelly qui s'interroge sur la psychosomatique. Et la on est en plein dedans, là. On est en plein dedans, Nelly. Je pense que tu as vu qu'on on fait le lien entre le corps et la tête, là. En fait, ce qui n'a pas été dit, c'est que vos réactions, vos émotions, vos sensations, vos pensées ne peuvent pas être contrôlées. Vous pouvez pas. C'est un réflexe qui est présent et qui n'est pas contrôlable. C'est spontané. Si vous regardez bien, dans votre champ de conscience, vous avez un champ de conscience aujourd'hui et vous voyez que vos pensées rentrent dans ce champ de conscience, vos émotions rentrent et vous traversent, vos sensations vous traversent. Est-ce que vous pouvez les arrêter à la porte d'entrée? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas leur dire « Ah non, 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 mais là, tu ne rentres pas, toi. » Ah non, ça vous traverse en permanence, vous avez remarqué. Mais ça peut ne faire que vous traverser. Donc l'idée comme quoi on peut arrêter les pensées, les émotions, s'arrêter de penser comme cela, s'arrêter de ressentir comme cela, s'arrêter d'être, ça c'est vraiment une chimère totale.
Hein? Non, c'est l'idée qu'on se laisse traverser par ce processus de vie, mais on est dans certains espaces qui permettent de laisser seulement ces informations nous traverser, sans s'y attacher. C'est ça qui va faire la différence.